Théo Mercier, qu'on est très très heureuse d'accueillir ce soir avec Emmanuel Wien. Donc, je vais rapidement présenter Théo Mercier, également Emmanuel Wien, avant de commencer cet échange. Théo Mercier, je vois à vos visages que vous êtes déjà nombreux à connaître son travail, mais tu es sculpteur et c'est comme ça qu'on t'a découvert. Autant que metteur en scène, tu te définis comme explorateur, collectionneur, artiste, et tu mènes cette réflexion qu'on pourrait dire au carrefour de l'anthropologie et à la croisée des arts visuels et du spectacle vivant, de manière assez symptomatique de cette double entité. Tu es à la fois représenté par une galerie, la galerie Maure Charpentier à Paris, et tu es en ce moment artiste associé au TNB, au Théâtre National de Bretagne, à Rennes. On se souvient, pour les plus âgés d'entre nous, de ton solitaire représentant ce géant de spaghettis que tu avais présenté dans une exposition qui a fait date il y a quelques années. Ça s'appelait Dynastie. Et c'était une exposition organisée au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et au Palais de Tokyo, et qui a lancé, en fait, qui a fait découvrir beaucoup de jeunes artistes à l'époque. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais entre-temps, tu as été pensionnaire à la Villa Médicis en 2013. Tu as été également nominé pour le prix Marcel Duchamp en 2014. Tu as collaboré souvent, beaucoup, je pense qu'on y reviendra ce soir, notamment avec le danseur et chorégraphe François Chéniaud, autour d'un projet Radio Vinci Park en 2016. On y reviendra, je pense. Tu as remporté au nombre de tes nombreuses aventures dans l'art contemporain et dans le milieu de la danse, le Lion d'argent de la Biennale de Venise de la danse en 2019, avec Steven Michel, et autour d'un spectacle au titre formidable, Affordable Solution for Better Living. On y retrouvait Calax, quelque chose qu'on connaît un peu tous. Et tu as présenté ce spectacle au théâtre Nanterre-Amandier à l'époque où Philippe Kahn le dirigeait. C'est vraiment une pièce qui explore les relations ambiguës qui existent entre la philosophie du beau pour tous, prônée par un géant comme Ikea, le géant du kit et de la standardisation. Et on y reviendra sans doute également ce soir. Tu as eu d'importantes expositions personnelles au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, au Musée d'Art Contemporain au MAC de Marseille, au Lieu Unique à Nantes au début de ta carrière, ou encore au Tripostal à Lille. Et actuellement, on peut aussi, si vous avez l'occasion de vous rendre au Mucem à Marseille, dans l'exposition Méditerranée, tu infiltres également l'accrochage. Tu as également conçu des expositions dites expositions spectacles, avec le cycle Outre-Monde. Alors peut-être au paysage vivant, justement, cette question de la terminologie, je pense que va beaucoup nous intéresser ce soir, parce que qu'est-ce qu'on appelle exposition? Mais je ne vais pas aller trop avant sur ce terrain-là, mais en tout cas, le cycle Outre-Monde a démarré à la collection Lambert à Avignon, s'est poursuivi à la Fondation Luma à Zurich, à la Luma Westbau, et à la Conciergerie de Paris entre 2021 et 2023. Et dans ce conte métaphysique, on se rend compte de toute l'ambiguïté, toute la difficulté que contient le terme exposition. Tu as d'ailleurs monté une structure associative. Est-ce qu'on peut prononcer Good World? Studio plus compagnie, à la typo nous fait toujours hésiter, qui produit tes projets d'exposition et de performance. Et tu présentes, et je pense que vous allez être nombreux à aller voir ce spectacle dans la salle actuellement pour le Festival d'automne, jusqu'au 8 décembre à la Grande Halle de la Villette, le spectacle Skinless, dont on va également discuter ce soir. Donc, nous sommes particulièrement heureuses avec Emmanuel Wien de t'accueillir ce soir aux Beaux-Arts alors que tu es en pleine représentation. Et
Je voulais également présenter Emmanuel Huynh. Merci tout d'abord à Emmanuel d'avoir proposé cette invitation à Théo Mercier dans le cadre de la programmation culturelle. Vous êtes également nombreux dans la salle et nombreuses à connaître Emmanuelle, puisqu'elle est chef d'atelier aux Beaux-Arts de Paris depuis 2016, mais elle est également et avant tout danseuse, chorégraphe et enseignante, et l'enseignement fait partie intégrante de sa pratique. De 2004 à 2012, Emmanuelle, tu as dirigé le Centre national de la danse contemporaine à Angers. Et quand j'insiste sur ce rapport à l'enseignement, tu as notamment créé une formation essai où la danse, la création et la performance étaient également des choses importantes qui étaient un peu des piliers pour la structure. Ton travail est porté également par une compagnie, par une structure. Alors, est-ce qu'on pourra parler de Good Work, de compagnie pour Théo, la plateforme MUA, une plateforme, une compagnie qui s'ancre dans une vision élargie de la danse. En 2016, avec Jocelyn Cotensin, que certains ont pu découvrir également ici, vous avez commencé à créer le projet Taxi Driver, an Architect and the Eye Line, un portrait de la ville de New York, et puis ça s'est décliné, ça a continué, ça s'est poursuivi jusqu'au portrait sensible de São Paulo, avec le projet Atravessemos en 2024. Je pense que c'est aussi un point de jonction entre vous deux ce soir, Emmanuel et Théo, parce qu'Emmanuel, tu conçois des performances et des petits formats permettant d'aller vers les publics au-delà du plateau, parfois dans des lieux muséaux, patrimoniaux ou en pleine nature. Donc c'est aussi des choses importantes dans ta pratique, et tu prépares pour 2025 une danse continue qui tente de mettre à jour ce qui persiste depuis 28 années de création dans ton travail. Tu parles d'une dimension géologique, d'ailleurs, encore des petites résonances qui peuvent subrepticement se tisser entre vous deux. Donc, on est ravis avec Emmanuel de commencer cet échange. Et pour commencer, peut-être pour faire un petit peu les présentations entre nous ce soir, Théo, est-ce que tu accepterais pour nous de revenir un petit peu sur ta formation et ce qui te mène à un moment donné dans ton parcours de jeune sculpteur, jeune artiste, jusqu'au spectacle vivant? On va... Au bord du spectacle vivant. On va peut-être arrêter juste le fil. Pardon, j'ai l'impression. J'arrive pas à me décider sur ça. Bonsoir, merci pour cette introduction. Oui, une petite introduction. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans, j'ai commencé ma pratique d'artiste assez jeune, à 23 ans. Donc ça fait, en tout cas, vivre de mon travail, avoir un atelier. C'est à ce moment-là que j'ai considéré être un artiste. J'ai commencé donc très jeune, n'ayant pas fait d'école de beaux-arts, mais l'ENSI, que j'ai arrêté, puis l'UDECA en ingénierie, que j'ai arrêté aussi, mais qui m'ont appris toutes deux énormément de choses, notamment sur la question des savoir-faire. Mais c'était pas un problème avec les écoles en elles-mêmes, c'était un problème plus avec une excitation pour le monde d'après et pour ma vie d'après et ce qui se passait à l'extérieur. Donc voilà, j'étais un bon étudiant et en même temps je travaillais beaucoup à côté, et en fait très vite j'ai décidé de travailler plus que à côté. Je suis allé travailler pour un artiste, pour Matthew Barney, quand j'étais très, très, très jeune, à 21 ans. Je travaillais assis à côté, je dessinais des imprimés pour sa compagne de l'époque, Björk. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc déjà, d'être au contact de ces artistes ultra puissants et ultra inspirants m'a donné envie d'arrêter d'être étudiant, d'être plutôt artiste. Mais et voilà, donc très vite, j'ai commencé, en fait, d'une certaine manière, mon apprentissage, il s'est fait en public, mon apprentissage de sculpteur et de plasticien. Et mes premières sculptures, je les ai faites pour le Salon Montrouge,
où là, j'ai rencontré ma première galeriste, Gabrielle Maubry, qui m'a montré à la FIAC à l'époque. En fait, tout est allé très vite. Donc, j'ai découvert, sans véritablement me poser la question, est-ce que je veux être... c'est plutôt c'est très, très chanceux, un endroit, et en même temps très périlleux, parce que aussi, c'est un moment où on peut te faire très vite dévorer par aussi la nécessité d'avoir des artistes hyper fugaces qui disparaissent tous les 2 ans, qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, c'est aussi voilà, de naître très jeune en tant qu'artiste. La question se pose très vite après de comment rester quand on n'est plus un jeune artiste et quand il y en a eu plein d'autres, des nouveaux et des même bien meilleurs que toi qui sont arrivés après. Donc, voilà, donc ça a commencé, c'était un début très enthousiasmant, très, 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 très explosif et c'est là aussi où j'ai découvert le milieu de l'art contemporain que je connaissais pas. Mon entourage familial vient pas du tout de là. Voilà, et j'ai très vite embrassé aussi toutes ces contradictions en me disant j'aime faire ça, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu, quoi, le système des galeries. Et très vite, en fait, même si je me considérais comme chanceux, je me suis senti pas à l'aise dans le milieu dans lequel je gravitais et dans le système surtout. Parce que plus jeune, j'ai été aussi extrêmement politisé, extrêmement radical à des endroits, et d'un seul coup, je me retrouvais à participer à un système auquel je me dis, mais en fait, je vis d'argent, de patron, de grande entreprise, et en même temps, si je vis pas de ça, mais comment Donc, embrasser juste ses propres contradictions et les contradictions du monde, et je pense particulièrement en étant artiste, on est confronté à ces endroits de compromis par rapport au monde et lesquels on fait, parce qu'on est obligé d'en faire. Mais on en parlera peut-être après. Donc voilà, j'ai commencé cette carrière de plasticien et en fait, au bout de quelques années, je me suis aperçu que j'étais assez malheureux en fait dans ce succès de jeune artiste. Et en parallèle, ça se cassait un peu la gueule aussi. J'étais malheureux et il y avait un peu moins d'enthousiasme. Du coup, j'ai quitté ma galerie, j'ai quitté la France, je suis parti m'installer au Mexique et j'ai recommencé une nouvelle pratique d'artiste aussi. Mais les 7 premières années de ma carrière étaient tournées autour c'était beaucoup plus pop que ce que je fais maintenant, même en termes de matériaux, de couleurs, de sujets. Et en fait, d'un seul coup, j'ai recommencé une nouvelle pratique ailleurs, en apprenant aussi une nouvelle langue, en participant à recommencer en fait une deuxième. C'est plus que vous devez connaître de mon travail, je pense, parce que je me suis essayé de faire disparaître aussi les traces de ma première vie d'artiste. Donc, j'espère que je l'ai bien fait et que vous et que vous voyez pas ce dont je veux parler de cette première partie. Ouais. Et voilà. Et je suis revenu. Je suis revenu en France au bout de 2 ans. J'ai trouvé une nouvelle galerie avec laquelle travailler, mais je me suis dit, je participerai. Vous, mes galeristes, vous ferez toute cette partie-là de foire, de vernissage, de trucs. Je me suis aperçu que c'était un milieu qui m'abîmait, mais que c'était ce que j'aimais faire. Comment continuer à faire des expositions en Europe quand on a des difficultés avec le marché de l'art. Tu veux dire oui. Comment? Ah, pardon, le micro. Ouais. Voilà. Bon, je vais faire. Voilà, donc une première mue d'artiste, puis je pars à la Villa Médicis il y a 10 ans. Une drôle d'expérience à nouveau, très un peu hors du temps, un peu hors sol aussi. Première résidence pour moi d'artiste, donc d'être aussi dans une communauté de gens pensants, français. Voilà, donc un autre endroit un peu difficile pour le chieur qui est jamais content, mais il y a beaucoup de moments. Je vous parle surtout des endroits de conflit parce que c'est des endroits de bascule, mais donc un endroit un peu de conflit avec cet endroit très luxueux de travail.
Et c'est là que je me, en fait, entouré de tout ce temps et de toutes ces pierres et de toute cette éternité, que j'ai eu un besoin de travailler sur du vivant et de travailler de manière plus collective et c'est là que j'ai pensé mon premier spectacle qui s'appelait Du futur faisons table rase, avec Marlène Saldana et Jonathan Andriet et François Chéniaud et le groupe Sexy Sushi à l'époque et Philippe Catherine et c'est tout. Euh, et qui était aussi un premier projet de collaboration. C'est à part Rebecca Warrior, qui est une amie très proche de moi. Sinon les autres, je les connaissais pas. Du coup, je les ai invités dans mon atelier et on a créé ce spectacle ensemble. Et en fait, par ce spectacle, j'ai découvert. J'étais déjà un grand spectateur, moi, mais je connaissais pas comment ça se passait de l'intérieur. Et cet endroit du collectif, cet endroit syndicalisé, cet endroit, ce rapport au public a complètement bouleversé mon rapport à mon travail. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à combiner ces deux métiers et à naviguer entre ces publics différents, ces économies différentes, ces temporalités différentes. Voilà. Et depuis quelques années, depuis 4 ans, on cherche un endroit. On cherche du coup un endroit très collectif, qui est un endroit vraiment qui est vraiment entre ces pratiques, et d'essayer d'inventer des formes et des productions et des manières de travailler qui sont un peu empreintes du meilleur de ces deux mondes, qui sont aucun des deux vraiment idéaux, mais qui ont des bonnes choses à prendre, et d'essayer de créer une sorte d'endroit que je qualifie de zone grise un peu, qui est vraiment entre ces systèmes, entre ces temples, entre ces systèmes de production, entre ces manières de collaborer. Et essayer de chercher, donc maintenant être metteur en scène et artiste visuel, mais aussi de réfléchir véritablement à comment on produit, et en tant que producteur et fabricant. Enfin, donc c'est vraiment 3 métiers maintenant, de se dire, et comment à un endroit aussi social et politique et écologique, quelle est ma place d'artiste dans le monde. Et c'est un vrai boulot aussi, celui-là, donc c'en est un troisième. Voilà, pour le petite autobiographie en accéléré. Merci. Merci beaucoup, Théo. C'est déjà énormément de choses. Est-ce que tu viens d'insister sur le fait que la dimension collective est finalement militante des équipes du spectacle vivant? Enfin, là, tu viens de citer Marlène Saldana, François Chéniaud, Jonathan Capdevielle, et puis j'ai oublié Philippe Catherine, peut-être une autre personne, je ne sais plus. Mais donc, tu sembles dire que c'est le collectif qui t'a permis de te retrouver finalement dans une zone où tu avais envie de travailler. Est-ce que c'est ça que tu opposerais avec la solitude et l'endroit de conflit, par exemple, que je comprends très bien de la Villa Médicis, qui est en fait difficile à désirer, je trouve. Enfin, de mon point de vue, c'est... Oui, ça dépend de sa pratique, je pense, mais effectivement, dans la nôtre. Oui. Donc, comment ça se fait, je suis toujours curieuse de ça, que dans cette vie d'avant, qui était plus solitaire avec des pratiques plastiques, il n'y a pas eu ce terreau du commun? Est-ce que... Après, c'est aussi On fait pas tout seul non plus. Non. Et j'ai jamais travaillé seul, hein, depuis le début. Et certains de mes collaborateurs artistiques, je les ai rencontrés il y a 20 ans. Donc, ils sont toujours là. Mais en tout cas, en fait, c'est pas qu'une question, genre, c'est du collectif, mais du collectif qui est aussi qui est rendu visible. C'est il y a un fantôme là, depuis tout à l'heure. C'est quoi? Allez, Oui, tu disais, c'était aussi le vivant qui était là. Oui, non, mais qui est rendu visible aussi. En fait, même dans un atelier
d'artistes, l'endroit de la collaboration, en fait, au début, un assistant, ça peut être vraiment travailler, des gens qui sont vraiment subordonnés à ton travail. C'est aussi, il y a un endroit qui est problématique dans les... Enfin, je sais plus. Je sais plus. Alors, Mathilde, tu veux dire peut-être? oui, je reposais la question, je te posais la question, ce collectif qui t'a attiré, la zone militante aussi d'une équipe de spectacle vivant, la question était, est-ce que c'est ça qui t'a attiré dans le spectacle vivant, c'est-à-dire ce qui était commun, le commun, et puis tu as quand même prononcé pour moi une chose importante, l'endroit syndicalisé, militant, oui, voilà. En fait, est-ce que c'est bien ça qui t'a attiré dans une autre zone que celle dans laquelle tu étais? Ouais. Effectivement, il y a un endroit. C'est hyper chiant ce bruit. Pardon. C'est les portes derrière. C'est une porte qui met ça gratouille. Ça, ou ça amplifie ou je les entends hyper. Non, c'est moi qui suis hyper alerte. Non, et effectivement, oui, c'est l'endroit du. Donc, il y a l'endroit des contextes déjà beaucoup. Après, je suis pas venu là pour cracher ni sur l'institution ni sur le marché de l'art. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est des endroits, de plein de contradictions. Et en tant qu'artiste, en allant côtoyer différents milieux, en fait, ça c'est juste différents miroirs et se dire à quel monde je participe, qu'est-ce que je gagne en participant à ça. Il y a une question aussi genre d'économie, genre clairement à quel système je contribue, d'où vient l'argent que je me mets dans la poche ou que je rétribue à mon équipe ou avec laquelle je produis mon travail. Et en fait, donc du coup, en fait, moi, je suis allé aussi un peu c'est pour ça que je suis allé dans ces milieux en me disant, mais comment ça se passe là? Mais comment ça se passe là-bas? C'est quoi la différence entre de l'argent public et de l'argent privé? Et de l'argent privé, il vient d'où? Est-ce qu'il vient nécessairement de vieux patrons chauves qui font des qu'est-ce que c'est que travailler avec une fondation privée? Donc tout ça, donc donc moi, je suis allé un peu, j'ai travaillé dans le milieu de la musique aussi. C'est un peu essayer de comprendre, genre quel était quel miroir d'artiste, quel reflet d'artiste me renvoyait ces milieux et quel type de collaboration ils proposaient aussi. Celle de l'artiste plasticien, on voit que son nom, en gros, personne sait qui bosse dans un atelier d'artiste, qui a fait des socles, qui a fait des lumières, enfin c'est quand même, ça se décoince un petit peu, mais c'est genre vraiment, c'est un milieu hyper invisibilisant. Parce que aussi le système préfère être encore dans le culte de l'artiste solitaire, le grand génie, et en fait quasiment plus aucun artiste ne travaille pas en studio ou de manière collective, en tout cas dans le champ dans lequel je suis. Le spectacle vivant, il y a toujours une feuille de salle hyper précise de toutes les personnes qui ont participé et il n'y a pas intérêt à oublier quelqu'un. Et ça, c'est super, et c'est une super bonne chose. Donc, on se dit, voilà, décide de comprendre un peu quels sont, voilà, entre une feuille de salle et un cartel, ça raconte pas notre même rapport à l'autre, notre même rapport au public, à ce qu'on veut lui dire, aux gens avec lesquels on travaille. Et donc, voilà, moi, c'est des choses qui m'intéressent énormément et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui m'intéresse dans un cartel et qu'est-ce qui m'intéresse pas. Qu'est-ce qui m'intéresse dans une feuille de salle, qu'est-ce qui m'intéresse dans un atelier, de se dire est-ce que j'ai la possibilité de salarier mon équipe, ce que je fais, alors qu'on est une petite structure, c'est super dur de faire ça. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler avec les mêmes personnes depuis plus de 10 ans. Et que si j'ai envie de faire une pause, elle touche un chômage. Voilà, donc voilà, en fait, c'est cet endroit de navigation, il est pour toutes ces raisons.
Et quand tu parles de recherche du collectif, c'est plutôt de la question du rapport à l'autre, aux autres, ceux qui sont en coulisses, ceux qui vont produire ou acheter le travail et ceux qui viennent le voir. En fait, c'est des histoires qui sont tellement différentes. Merci pour cette réponse. On parle d'économie. Je suis sûre que le mot ne va pas nécessairement te plaire, mais on peut aussi parler de l'écologie des projets, et notamment dans les deux productions récentes, que ce soit avec Skinless, justement en ce moment, ou avec Outremonde. Il y a aussi, au même titre qu'il y a cette conscience du collectif, cette conscience de l'économie dans laquelle tu évolues, il y a aussi cette question de la conscience de l'endroit où tu es et des matériaux que tu utilises. Est-ce que tu peux y revenir un petit peu? Ouais, bien sûr, ouais. Il y a une espèce de papier peint pot pourri, je savais pas donc c'est des images un peu aléatoires, mais comme ça donne des entrées un peu visuelles à ce que je raconte, surtout pour cette partie-là. Effectivement, depuis on a initié avec le projet Outremonde, qui est ce projet de sculpture en sable. Vous allez voir dans plusieurs lieux, qui a été initié à la Fondation Lambert avec le Festival d'Avignon, puis avec les Monuments Nationaux à la Conciergerie avec le Festival d'Automne, et avec la Fondation Luma à Zurich avec le Zürcher Theaterspektakel. Voilà. Après pas mal d'années d'expérience entre ces deux milieux, on va dire, citons que ces deux-là, parce qu'il y a d'autres milieux aussi, mais citons que ces deux-là, donc j'ai un atelier qui est dirigé par Céline Péché et une compagnie qui est dirigée par Alix Sarad. Donc deux structures très, très, très différentes. On a décidé de fusionner ces entités en une structure qui s'appelle Good World. Et Good World qui serait un endroit justement pour produire et imaginer ces endroits entre les manières de produire du spectacle vivant, entre les manières et on s'est donné de produire de l'exposition. Et on s'est donné une certaine... On a commencé un peu à s'écrire un manifeste, mais vraiment interne, en se disant, bon, alors déjà, je crois que le terme d'exposition m'intéresse de moins en moins, et je crois que c'est vraiment plus de paysages à habiter, de paysages collectifs. Donc la question le cartel est complètement disparu des œuvres. Interdiction de simèse, interdiction du socle, on va voir tout ce qui était vraiment... il fallait que se concentrer, de travailler quasiment plus qu'en monomatière, de manière locale, avec mon équipe et une équipe locale. Donc c'est moitié Rémi, Céline et Romain qui m'accompagnent sur les projets. Et une équipe locale. Donc quand on va à Rome, c'est une équipe romaine. Quand on va à Cuba, c'est une équipe cubaine. Là, on va en Tasmanie pendant 2 mois et on part à chaque fois 2 mois. Et on produit tout sur place. Mais avec une partie d'équipe française aussi. Ouais, moitié. Donc c'est des vrais beaux endroits de rencontre avec les endroits qui nous invitent, avec les lieux qui nous invitent. Et c'est surtout que ça nous permet on abolit la question des caisses, des transports d'œuvres, de la simèse. Bon, après, en termes d'économie, bon, ça on en parlera parce que c'est... tout va bien. Donc, pardon. Donc, du coup, ce premier projet un peu manifeste c'est Outremonde, qui est donc une trilogie d'expositions qui deviennent plutôt des espaces de représentation le soir. Ce qui m'intéressait, c'était d'inviter aussi des structures qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Le lieu du musée et celui du théâtre. Donc les forcer un peu à collaborer, mais donc du coup de partager leurs enveloppes. Alors
c'est vraiment pas intéressant comme ça, mais c'est passionnant parce que ils savent pas faire du tout. À part amuser, l'impression qu'un performer, on va lui donner 50 balles en cash et puis non, ça marche pas comme ça en fait. Donc d'expliquer qu'il y a des cachets, que même des musées ça peuvent pas payer des cachets à des intermittents. Donc bon, ça aussi d'essayer de trouver des solutions pour. Puis je parle de grosses institutions. Hein, donc aussi d'inventer des projets qui bousculent à ces endroits, qui bousculent à ces endroits-là. Et donc Outremonde, c'est ce premier projet. Donc tout est sculpté en sable et en eau. C'est la règle du jeu. Le sable, il doit être trouvé à 10 km à la ronde. On parle à chaque fois de plusieurs centaines de tonnes de sable qui est acheminé dans les lieux. Et c'est tout sculpté avec mon équipe de sculpteurs qui font que ça, qui sont que sculpteurs sur sable. Et c'est tout sculpté sur le motif, quoi. Donc là, à la conciergerie, ils avaient tous des matelas pourris à sculpter comme ça pendant 6 semaines avec leurs matelas devant. Et c'est sculpté en public tout le temps. Donc aussi, voilà, ça c'est propre qu'à ce projet-là, mais c'était très intéressant de casser le mur de l'atelier et c'est pas ce que je préfère, ça, moi, travailler en public, mais bon, c'était une expérience. Pourquoi monomatière, tu disais? C'est que du sable. Oui, mais pourquoi ce désir de la monomatière? En fait, quand il n'y a qu'une matière, il n'y a qu'un endroit d'où tout c'est bien, un endroit d'où ça repart. Et puis la matière, en fait, elle est dans son état brut. Donc en fait, là, ces projets-là, à l'issue de ces expositions, tout repart à la carrière, complètement intouché. Donc, en termes d'économie de studio, c'est pas ouf de faire 50 sculptures pendant des semaines où il y a absolument rien à vendre. Mais ça, voilà, ça c'est aussi ces apprentissages-là, on les fait. C'est des gestes d'artistes qui sont possibles à un moment. Et après, en fait, il a fallu aussi trouver de se dire, ok, c'est un super beau geste, mais comment c'est complètement con en fait par rapport à mon système. Mais aussi de trouver ses propres contradictions, on dire c'est super, on est hyper enthousiaste, on est un truc comme ça et on n'a plus un sou à l'atelier. Donc c'est voilà. Donc je parlais aussi donc voilà ce premier projet. Donc là c'est un travail de sculpture et puis le soir il y a une quinzaine de représentations et là on suit plus la trajectoire d'un enfant, enfin de 2 enfants vu qu'ils travaillent en alternance. Paul et Melville, qui avaient 9 ans à cette époque, et qu'on suit en fait le temps d'une nuit dans une sorte de rêverie ou de conte initiatique psychédélique qui traverse ce paysage, ces paysages en sable. Super succès de ce projet, un endroit médiatique, de public. Mais voilà, à partir de ça, on se dit ok, mais très beau, là on fait des expositions qui nous épuisent, avec lesquelles on gagne pas du tout notre vie, et on fait des spectacles intournables, déjà passés avec des enfants, et puis en fait ça doit être fait dans un environnement où le moins de montage c'est cette semaine. Donc ça correspond pas du tout aux attentes ni du milieu d'art ni celui du spectacle vivant, mais il y a quand même un enthousiasme énorme pour ça. On dit bon. Donc là, on travaille après sur un autre projet qui est une invitation de la Villa Médicis 10 ans après ma résidence. Un projet qui s'appelle Bad Timing, donc qui est fait aussi qu'avec de l'emprunt. C'est le projet que vous avez peut-être vu passer avec les voitures et les frigos et du shibari, hein, une technique de bondage japonais. Donc là aussi, une technique de bondage de japonais, du shibari, mais on verra. Là, on dit voilà, comment je fais une exposition où toute la matière est à nouveau empruntée. Donc là, c'est un autre. Là, on travaille plus avec des carrières de sable, mais on travaille avec des casses automobiles, des déchetteries et des pièces empruntées dans les musées. Donc pareil, toute l'équipe vient à Rome. Et là, on crée des partenariats entre la Villa Médicis, une casse automobile, tout un regroupement de gitans qui vivent dans la partie nord de Rome et qui collectent tous les électroménagers
qui sont jetés. Il y a beaucoup de décharges sauvages à Rome. Donc, en fait, beaucoup de l'argent de production aussi, dire à la villa comment on peut avoir une partie en cash parce que je veux, en fait, que ça passe, qu'on donne à des gens qui vont chercher des frigos donc aussi de travailler, même un peu, de venir hacker les enveloppes moi, ça m'intéresse à chaque fois de mettre un peu le bordel à des endroits hyper invisibles qui sont, parce que je suis un bon élève, je fais des bonnes expositions, en tout cas en termes d'accueil public. Mais du coup, j'ai quand même envie de faire chier l'institution à un endroit. Du coup, il faut que il y a un endroit qui est un endroit de complexité, mais que tout le monde bouge un peu de sa chaise habituelle. Alors, j'essaie de faire des choses que j'ai jamais faites, de se mettre qu'il y ait une mise en danger, que ce soit jamais trop confortable pour tout le monde, parce que tout le monde s'en croûte sinon. Donc, c'est aussi, et en général, donc c'est toujours un peu des moments de fabrication qui sont pas toujours facile parce que ça nous demande de déplacer. Et au final, c'est des super, c'est des. Et concrètement, par exemple, tu avais commencé la phrase hacker les enveloppes de production. Tu peux juste Non, mais plier un tout petit peu. Demander du cash. Non, mais pas des choses sans facture. Parce que en fait, si je veux travailler dans des décharges, je vais pas leur dire vous m'envoyez au trib pour 30 €, tu vois. Donc il y a un moment, si tu veux, d'un seul coup pour le lendemain avoir 60 frigos tout pourris qui arrivent à la Villa Médicis, et bah t'as intérêt à avoir une enveloppe de cash. Enfin, et voilà. Et moi, ça m'intéresse aussi. Et tu y es arrivé. Ouais. Ouais. Tu as appelé Gianni Motti. Tu as appelé Gianni Motti. Voilà. On va avoir quelques. Oui. C'est vrai en plus. Voilà. Et du coup, les voitures pas. Donc à l'issue, tous les frigos retournaient. Donc ce qui était intéressant, c'est que les frigos qui étaient cherchés, qui avaient été sourcés sous des ponts et tout par des mecs qui ramenaient, c'est dégueu. Et c'est vraiment des frigos où dedans il y a des trucs, des sacs avec des couches et des machins, des trucs. Puis il nous en fallait peut-être 20 au début, et puis c'était tous passé le mot. Et en fait, vraiment, au bout de 2 jours, il y avait que des mecs avec des chariotes et des trucs invasion de frigo, dégueu. Mais vraiment, même il y a un problème, Théo, il y a plein de frigos devant la villa qui rentrent pas, ça, oui, je sais. Fais-nous rentrer ces merdes, vite. Donc, on a tous les frigos dégueux qui arrivent. Après, voilà, ce qui m'intéressait, c'était que l'argent il soit distribué donc en cash pour les gens qui me demandaient en cash, que les pièces et que ça devienne des sculptures, donc que ça rentre dans l'institution et que ça joue tout à fait le jeu, et qu'à l'issue ça reparte dans un cycle officiel, donc ça part en déchetterie pour le coup, au bon endroit, voilà. Donc, mais ça, à Rome, faut payer pour ramener son frigo. Donc il y a une partie de la prod qui allait aussi pour revaloriser voilà. Donc c'est essayer de monter un peu des endroits, en tout cas, qui sont pas complètement vertueux, mais qui ont en tout cas dire, et si on produit comme ça, qu'est-ce que ça fait? Là, pas la même connerie que pour les sculptures en sable. On place quand même dans l'ensemble des expositions 2-3 pièces en bronze pour quand même s'assurer que c'est viable. Pour pas et c'était une bonne idée parce que du coup, en fait, voilà, on a ça rend le projet viable. Voilà, donc il est expérimental à 80% de sa production et à 20% plus classique, mais qui nous permettent de continuer à expérimenter. En fait, magnifique. Voilà. Cette ingéniosité bah oui, de ce que tu appelles le cycle vertueux, et en même temps la stratégie de pouvoir continuer à payer les gens, vivre de son travail. Ouais, mais je crois que c'est l'endroit de compromis dont on parlera peut-être. Mais peut-être, soit on peut ne pas différer et parler de cette question du compromis, mais je serais revenu un tout petit peu en arrière, bien qu'une partie des choses, tu as sans doute déjà balayé un peu cette question. J'avais cette question, comment ça travaille? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est comment ça commence en fait?
Alors, il n'y a pas de généralité. Non, mais c'est effectivement, c'est une vision et une question, effectivement. Ça commence souvent par une. En fait, je vous parle beaucoup de choses assez pragmatiques parce que c'est quand même, franchement, ça le métier d'artiste aussi. Et cette question-là, en fait, depuis quelques années, moi, c'est presque le premier à rêver un projet, c'est Théo Mercier, le producteur. Enfin, celui qui avait se dire, voilà, comment, après le sable, si j'ai envie de continuer à travailler sur la question de l'emprunt, quelle autre matière et dans quel réseau? Et à partir de là, je vais voir des trucs. Là, la compagnie, donc, on avait réglé un peu le problème économique du studio en faisant des chaises en bronze, mais pas celui du spectacle vivant, en disant, mais donc je me dis, ok, comment, si j'ai réussi à faire un petit endroit de compromis, qu'il y ait des choses vendables dans l'invendable, il faudrait qu'il y ait des choses tournables dans l'intournable pour la partie plus compagnie. Donc Alix me dit, c'est bien ce projet Outre-Monde, mais énormément de gens sont intéressés, personne ne peut l'avoir, c'est hors de prix, ça va pas. Donc là arrivent les projets, peut-être certains ont vu ou vont aller voir, qui s'appellent Skinless. Et par exemple, là. Juste après, dans le temps. Oui. Ouais. C'est de se dire, ok, je veux faire du spectacle qui tourne. Donc j'avais beaucoup de partenaires avant de faire Outre-Monde, beaucoup de scènes nationales. Comment ne pas toutes les perdre, ne pas perdre ce public-là aussi. Donc j'ai envie de faire un spectacle qui tourne, mais je veux plus déplacer de décor ni de matière. Alors que je suis pas du tout un artiste minimal. Tu me mets sur un plateau nu, il se passe rien. Donc je suis un peu condamné à déplacer de la matière. Du coup, là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en. On en a vu un peu des poubelles. Les poubelles. Non. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en. Ouais, mais pas, mais à une petite boucle. Ouais. Et du coup. Voilà. Spectacle qui tourne. Voilà, ce spectacle qui tourne. Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on trouve si j'ai envie d'avoir un décor qui est à chaque fois imaginé et sourcé localement, qu'est-ce qu'on trouve partout dans les même plus grandes mégalopoles ou moins de petites villes de merde, des poubelles. Et du coup, je me dis, voilà, comment on écrit un spectacle avec des déchets. Moi, à l'origine, je voulais le camion poubelle qu'on connaît, le camion poubelle de nos villes intimes, qui viennent être déversés sur le plateau tous les jours et qu'on passe 24 heures avec ces déchets-là. C'est impossible, évidemment, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Et voilà. Et à partir de là, comment on recalibre avec les possibles, les impossibles, d'accueillir du public, de travailler avec les artistes et comment en fait c'est la contrainte qui sculpte vachement le projet, mais à partir du moment où tu l'acceptes et tu dis que la contrainte ça va être vraiment ton outil en fait depuis le début, c'est super agréable de travailler avec Enfin, vraiment, moi, la contrainte, c'est que je demande tous les impossibles au début. Si vraiment tout ce qui est pas possible est bien pas possible pour vraiment que je vois bien mes limites, et c'est ça qui va vraiment définir. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, au début, il y a une envie très forte de faire différemment. Et à partir du moment où je trouve un endroit de production et de fabrication que je trouve inspirant, dans ce cadre-là, je commence un peu c'est le poète après qui se réveille. Oui. Après, voilà. Et après, c'est d'essayer d'un peu de raconter quelle histoire je veux raconter dans ce cadre-là que j'ai décidé. Et en même temps, tu vois, ce qui est assez beau aussi, c'est que tu parlais des sculptures de sable, qui est une forme populaire, vernaculaire. Et dans Skinless, on retrouve également une autre forme
d'art très populaire, qui est la statue vivante. Et voilà, donc c'est aussi comment ton vocabulaire s'enrichit de ça. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu ou... Oui, mais mes sources d'inspiration, elles sont très très ancrées dans le quotidien et dans les villes, plus que dans l'histoire de l'art. Mais c'est juste donc ça se ressent dans les deux exemples que tu cites. Et c'est vrai que je suis plus intéressé par l'artisanat que par l'art contemporain. Donc, en tant que regardeur, quoi. Donc c'est vrai que les savoir-faire, ils sont un peu mis aussi toujours au centre. Les savoir-faire, et donc ça rejoint aussi l'idée du collectif, parce que les savoir-faire, à 95% du temps, c'est des savoir-faire que je n'ai pas moi. Ça fait super longtemps que j'ai pas réalisé une de mes sculptures, quand on parle vraiment de sculpture de galerie ou de musée. Et pareil, et pour tous les paysages qu'on crée, moi je suis technicien comme tout le monde en fait. Enfin, j'ai pas de... Et quand les sculpteurs de sable font des drapés, des grands pieds, moi je suis vraiment stagiaire sur le projet, quoi. Parce qu'ils sont vraiment non, mais c'est moi qui compacte, comme du sable. Mais donc voilà, en tout cas, effectivement, un savoir-faire spécifique est souvent mis au centre. Mais c'est celui des industriels qui créent les balles d'aluminium, c'est celui des sculpteurs de sable, c'est celui de la communauté des frigos que j'ai rencontrés. Moi, je suis curieuse de... Est-ce que tu veux essayer de résoudre... Ah, regarde les frigos. Attends. Là. Non. Monte. Le rouge. Là, passer. Là. On avait tout à l'heure. Et après, les petits balais. Ah, mais ça. Arrête, c'est là. On a tout laissé. On laisse comme ça. On met plus d'image. Je suis curieuse de ce qu'est pour toi dans le travail la collaboration, ou plutôt est-ce que le fait de travailler avec d'autres, enfin j'ai déjà posé cette question du collectif, mais j'ai remarqué en regardant les différentes pièces ou en regardant le site que tu associes souvent un autre nom au tien, ou parfois il y a seulement le tien, ou en collaboration avec, ou avec la participation d'eux. Comment tu t'arranges avec cette question, dans le sens, à chaque façon de travailler, sans doute correspond une façon de le nommer. Comment ça se décide pour toi, ça? Ça vient peut-être du début, d'ailleurs. Ça vient du début, en fait. Et ça vient aussi de l'arrivée un peu de l'autre dans le projet. Si c'est juste... il y a... Prenons par exemple Radio Vinci, justement, avec François. Je te disais tout à l'heure, jusqu'à ce matin, je ne savais pas comment vous présentiez ça. C'était c'était une participation. Je me suis même demandé à un moment, parce que je ne l'ai vu que l'année dernière, et pas sa création en 2016. Je me suis demandé de qui était la pièce. Donc voilà, comment tu fais avec ça? Ou comment ça se passe? C'est une pièce... c'est
un trio que j'ai imaginé avec François Chéniaud, du coup, il y a 6 ans. Maintenant, c'est une pièce qu'on tourne encore. Qui a une sorte de trio amoureux entre une claveciniste, un cascadeur de moto et François. Et la question de la double signature, là, elle était aussi, en fait, toute la partie chorégraphique, enfin, c'est une pièce c'était très clair. Il était chorégraphe de son corps et moi, j'étais à l'extérieur. Mais comme un regard accompagnant, quoi. Mais parce que, en fait, ce travail-là, cette pièce dont tu parles, il ressemble autant à mon travail qu'au sien. Et c'est souvent à cet endroit-là aussi que se décide la signature. C'est toi qui as invité. C'est toi qui Oui, invite au départ. mais je lui ai laissé enfin une place, et, enfin un endroit de je lui ai laissé un endroit de signature très très fort. Je l'ai pas dévoré dans mon sous mon sous mon nom, justement. Oui, cependant, c'est toi qui signes cette pièce. Non. D'accord. Ah non. Ouais. Non, co-signé, comme beaucoup de quand j'ai fait des solos aussi. Les solos, ils sont toujours co-signés. Accompagné et co-signé. Ouais, ou à 2 noms, quoi. Ouais. Ou par exemple, on a fait une grande installation à Prague pour une quadriennale, et c'était un endroit pour représenter le pavillon français. Et du coup, c'est co-signé avec Céline qui dirige le studio, parce que c'était une invitation honorifique et ça me paraissait important qu'à ce moment-là, je trouvais que ça faisait sens que si on représente un pavillon français, bah, que ce soit. Donc, elle dirige le studio. Ouais. Hein. Je trouve vraiment important cette capacité à partager l'autorat, principalement d'ailleurs quand on s'adresse à des gens qui ont eux-mêmes un univers très fort, comme François chez nous, d'être capable d'inviter et en même temps d'être capable de partager la signature. Mais ça, c'est une vraie question, parce qu'à partir du moment où là, comme un travail qu'on vient de faire comme Skinless, où vraiment le travail est hyper où tout le monde y a amené tout le monde y a amené de son savoir-faire, de son envie, de sa matière, de ses désirs. C'est et d'un seul coup, c'est tout englobé sous ton nom. C'est le jeu. C'est le jeu pour des raisons aussi économiques. C'est que ça rentre pas sur les affiches. Non, mais ils font même déjà, mais c'est hyper drôle parce que même les trucs c'était vraiment des. Alors, si ça m'amuse de vous le dire, juste d'un point de vue commercial, les co-autorats en sculpture, bah, ça n'intéresse pas les galeristes parce que les collectionneurs ne savent pas ce qu'ils achètent. S'ils achètent. Donc ça, on a toujours. Dès que j'ai fait plein de pièces co-signées et tout, les galeristes, à chaque fois, je leur dis, mais non, mais c'est pas moi tout seul. Ah non, mais là c'est une foire. Non, genre vraiment. Et donc bon, il y a déjà, bon, à part si c'est 2 superstars, je pense que là c'est peut-être une autre histoire, mais et souvent ils me l'ont dit, ça ne se vend pas mais tous mes galeristes me l'ont dit, ça ne se vend pas et après souvent dans les œuvres qui étaient co-signées, par exemple du futur faisant table rase, je voulais que ce soit co-signé par tout le monde. C'est les équipes de communication qui veulent pas. Ça rentre plus dans les posters, ça rentre plus dans les programmes, on sait plus le spectacle qui on va voir, ça va pas non plus. Donc c'est drôle parce que des fois on se fait hyper rattraper à ces endroits-là et bon. Oh oui, non, mais ça reste d'une étrange actualité. Dans le spectacle vivant, par exemple, les directions
Je me souviens, moi, m'être représenté en 2003 à la direction du centre chorégraphique de Tours, mais en association avec, bon, à l'époque, Christian Rizzo, Rachid Ouamdan et Nicolas Floch. Et l'idée était que je puisse écrire le projet, que je puisse le soutenir. On ne viendrait pas les quatre à le défendre devant le jury. Et la question a été, mais qui va diriger, mais qui va être là? Est-ce que vous venez avec votre bande de petits frères ou de copains? Enfin, c'était ça les questions. C'est incroyable. Ça n'a que 20 ans, le tout. Mais le fait de ne pas être une seule tête, et une seule tête sur qui éventuellement taper ou écraser, n'était pas... Donc ça a changé. Il y a quand même eu des collectifs de 3 ou de 6 ou 5 qui ont été nommés, mais ça reste quelque chose qui est effectivement trop difficile à identifier. Donc ça ne m'étonne pas pour des œuvres plastiques ou des œuvres, cette question de tenir sur le poster ou tenir sur l'affiche. Est-ce que tu souhaiterais, peut-être tu as dit plusieurs fois, on en reparlera un peu plus tard, cette question du compromis. Alors maintenant, c'est un tout petit peu loin dans mon esprit, je ne sais plus de quel compromis il était question. De tous les compromis, mais non, mais je crois que je l'ai évoqué là, Oui. avec ce que je vous ai dit. Au final, c'est juste d'essayer de trouver un endroit juste en tant qu'artiste par rapport au monde, le petit monde tel qu'on le rêve, le grand monde tel qu'il est, les contextes, les gens avec lesquels on travaille et les gens avec lesquels on crée des choses. Et c'est juste essayer de trouver, voilà, moi je voulais juste citer des exemples c'est pour ça que des fois je vous donne des détails hyper triviaux, mais parce qu'en fait, je pense qu'ils font vraiment, ça fait vraiment sens en fait. Et le métier auquel vous vous destinez, il est exaltant, et en même temps, il raconte vraiment toutes les contradictions du monde. Et c'est en tout cas pour ma part et les autres artistes que je fréquente et tout, c'est un endroit qui est un peu qui est à réinventer en permanence et qui est un peu chamboulé par tous les contextes. Enfin voilà, c'est pas ça racontera pas ça raconte pas la même histoire d'artiste de faire de l'art de rue que de l'art à la Grande Halle de la Villette, que à Art Basel, que chez Pinault ou dans un lieu ou ici. Enfin, donc c'est à chaque fois en fait ça redéfinit un peu son rapport au monde, et en tant qu'artiste, on est amené souvent à être déplacé dans toutes ces histoires, tous ces contextes. Dans tous ces contextes, et c'est super intéressant, et c'est vrai. Voilà, moi c'est un moment où je me dis arrête de le subir, intéresse-toi vraiment à ces questions de contexte. Et même si j'ai des idées politiques très fortes et très radicales à certains endroits, ça m'empêche pas de faire un défilé de mode pour une grande marque chez Pinault. Alors, et voilà, et de se dire, en fait, c'est juste comprendre le monde dans lequel on vit, d'oser avec ce qui nous paraît acceptable, et essayer de raconter une histoire globale assez belle, et une histoire d'artiste surtout assez belle. Ce qu'on raconte dans notre travail, pour moi, c'est presque, enfin, c'est ce qui est en coulisses qui doit être aussi important que ce qui est montré sur scène ou dans une salle d'exposition. Et cette partie coulisses, nous, on n'en parle pas. En général, j'en parle là, dans ce contexte-là, avec vous. Mais le travail, il parle d'autre chose. Comme Skinless, ça parle pas. C'est pas une pièce écolo, c'est une pièce sur l'amour, quoi. Donc, mais elle s'interroge sur une manière différente de produire et de diffuser. Mais ça, on le garde pour nous. Le but, c'est pas d'être labellisé, de se
greenwasher de tout et n'importe quoi, parce que moi, je suis un méga voyageur. Je suis dans un avion tout le temps. Enfin, je vais pas faire de leçons à personne sur la manière voilà, en tout cas, de produire et de diffuser. On fait de la recherche. En tout cas, on cherche à ce que ce soit différent. Donc voilà. Bah, un immense merci à Théo Mercier. Oui, merci. Yeah. Ah.